Un chemin tout tracé, un long fleuve tranquille. La vie de certaines personnes fait rêver. Il leur suffit de se laisser porter du début à la fin pour couler des jours heureux. Mais pour d'autres, le chemin de la vie est bien plus tortueux, bien plus complexe, emmêlé, embrouillé par des questionnements qui prennent toute la place, des idées noires, des dilemmes. Il faut faire des choix qui parfois s'imposent d'eux-mêmes. Après 10 ans de déni, Mika passe enfin à l'acte, face à sa famille, à ses collègues, à sa hiérarchie et surtout face à ses élèves. Vous écoutez Transfert épisode 220, un témoignage recueilli par Inès Guiza. Je commence mon métier, en tant qu'enseignante stagiaire, donc je termine, des études qui sont plutôt bien passées. Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin enseigner parce que c'était quand même un peu l'objectif. J'avais des expériences en tant qu'animatrice, donc voilà, je savais ce que c'était que de travailler avec des jeunes et là, c'est vrai que le fait d'être enseignante et puis d'enseigner, la matière, que je voulais enseigner, j'arrive, je suis très, heureuse. Je suis stressée évidemment parce que, jeune prof, comment ça va se passer? Sur la question de la maîtrise des contenus, ça allait, mais moi je me dis que c'est plutôt sur le flanc de l'autorité, de la posture, en tant qu'enseignante, qu'il va y avoir du travail. Quand j'arrive, je me trouve face à des élèves dans un collège, plutôt sympathique, mais faut que j'apprenne effectivement à me positionner, à prendre une figure un petit peu plus autoritaire que j'ai l'habitude de le faire. Et à cette époque-là, justement, je vais un peu surjouer, une autorité de façade, avec une grosse voix, des choses, un peu caricaturales justement, en essayant de m'aider du fait que, je suis identifiée comme un enseignant. Donc vraiment l'enjeu, c'est de, voilà, de m'asseoir dans mon métier de professeur et puis de pouvoir, découvrir petit à petit comment ça marche, tout au long de l'année. Dans le contexte de cette rentrée, moi, ça fait longtemps que je me questionne sur mon identité de genre, donc à cette époque-là, c'est pas une nouveauté, ça remonte au début de l'adolescence. En fait, pendant les premiers mois, c'est vraiment pas un questionnement qui va être au premier plan parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Je mène ma barque en tant que prof, mais c'est un questionnement qui va effectivement revenir, à l'entrée de l'hiver. Pas comme quelque chose de très fort, mais il y a un pourquoi pas qui commence à se dessiner à ce moment-là. Il y avait peut-être justement, quelques années d'études auparavant. J'étais concentrée sur mes études et donc là, dans ce contexte où finalement, j'atteins le but, je sens que ça se passe bien, je vois mal comment je pourrais ne pas être titularisée du point de vue de mes compétences professionnelles en fin d'année. Du coup, ça ressort. Il y a aussi un volet plus personnel, de ces questionnements où, j'ai la possibilité de voir quand même, autour de moi des amis à qui j'ai pu parler, du fait que mon identité c'était pas bien clair, qu'effectivement j'avais plutôt le sentiment de m'identifier au féminin. C'était pas la majorité de mon entourage, mais il y a quand même autour de moi plusieurs personnes qui sont au courant et qui ont pas l'air de réagir de manière trop négative. Quand ces questions reviennent, je me dis que ça va se jouer principalement sur 2 tableaux. Le tableau personnel d'une part, je suis en couple, j'ai une compagne depuis quelques années déjà et je me dis que compte tenu de ce dont on a déjà pu discuter à ce sujet, ça risque de pas bien se passer. Donc il y a un premier gros blocage à ce niveau-là. Et puis du point de vue professionnel, évidemment, la question d'être, identifiée comme une femme trans en tant qu'enseignante, ça me paraît insurmontable. Ça chasse pas la question, de mon esprit. Il va vraiment falloir en fait que je fasse une rencontre au niveau professionnel pour comprendre que c'est pas possible du tout. Je suis, enseignante stagiaire, donc il y a aussi des cours à l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres et on a des temps de séminaire et je me rappelle de ce séminaire comme plutôt d'un bon moment parce qu'on a un chef d'établissement qui nous accueille, qui nous fait voir, à peu près une fois par mois les différents aspects du système éducatif. C'est très intéressant. Lui, en plus, il a un certain franc-parler. Voilà, il paraît très humain, il va être capable d'avoir une position critique vis-à-vis de certaines décisions de l'institution. Donc c'est intéressant de travailler avec cette personne et il se trouve qu'à un moment, autour d'un café, il aborde que, dans son équipe, dans le lycée, dont il est proviseur, il y a, une enseignante qui vient de lui demander, si elle pouvait faire sa transition au sein de l'établissement en 2023.
2006-2007. Ça suppose que lui, ben, sait pas trop quoi faire en fait, hein, il le dit clairement et il a une formulation assez, vraiment moi qui me marque, il dit: «Je sais pas quoi faire de ça» et il parle d'une personne. Ça m'a vraiment fermé la porte. Je me suis dit: «Non, tu peux pas», surtout en tant que stagiaire, en tant que jeune enseignante, c'est pas envisageable. Donc c'est un moment où vraiment je prends conscience et la situation personnelle, renforce cette idée-là que, je peux pas entamer une transition et donc que je me persuade progressivement que je ne suis pas trans. Je suis pas une femme trans et que, on va essayer de prétendre, être, voilà, le prof, et l'homme que tout le monde et la société, me disent d'être et que ça se passera bien. C'est-à-dire que c'est vraiment une époque où sur l'année qui suit, je m'auto-persuade, assez fortement, de tenir ce rôle-là et de me concentrer sur d'autres aspects de ma vie, en partant du principe que, en ayant l'esprit occupé, ça devrait se passer correctement. Moi, j'ai pas eu un gros sentiment de souffrance dans mon parcours, mais c'est plus, du vide, du désarroi, de l'indifférence vis-à-vis de qui j'étais et ça se voit, au quotidien dans la manière dont je vais pas prendre soin de mon apparence, dont je ne m'occupe pas plus que ça de mon corps. J'ai pas une mauvaise vie, j'ai vraiment, voilà, j'ai des amis, je fonde, une famille, je pars vivre à l'étranger et travailler à l'étranger. Je passe vraiment des bons moments, mais je n'en profite pas pleinement. En classe, je suis, une enseignante qui gagne en expérience, en assurance, je diversifie beaucoup mes pratiques. Je fonctionne plutôt bien dans mon métier, avec toujours en arrière-plan cette sensation de jouer un rôle et il y a un cadre dans lequel je vais me permettre quand même de pouvoir aborder les thématiques LGBT, qui est le cadre de l'éducation à la sexualité, où en sciences de la vie et de la terre, ça fait partie du programme et donc de ce qu'on va apporter aux élèves. Où là, par contre, je m'astreins à être très informée de manière à pouvoir, bah, d'une part, canaliser des prises de parole, d'élèves qui peuvent être des prises de parole, homophobes, transphobes, qui sont malheureusement assez habituelles. Pouvoir leur apporter des éléments pour questionner, ce type de prise de position et puis apporter des informations claires quand, il y a des élèves qui posent des questions, même si, c'est pas directement des questions qu'ils vont poser pour eux, mais en tout cas, ils souhaitent, des informations, donc si on est sur l'éducation à la sexualité, j'essaye, de pouvoir aborder ça de la manière la plus inclusive possible et pour moi, c'est vraiment très conscient, c'est de me dire: «Ben, je suis persuadé que moi, je ne peux pas vivre mon identité, que je pourrais jamais, vivre, mon identité féminine. Par contre, je me dis que si je peux apporter des éléments à des élèves qui se questionnent sur leur orientation sexuelle, sur leur identité de genre et puis aborder le sujet de la manière la plus, posée possible, et la plus inclusive possible, c'est un dû par rapport aux autres. Par rapport à cette identité masculine que je porte, je la vois vraiment comme un rôle. C'est mon costume, de tous les jours et je m'y accroche assez fortement parce que je voudrais surtout pas que, mon entourage, que ce soit professionnel ou personnel, m'imagine autrement que comme, cet homme, hétéro, en couple, et papa, d'un jeune enfant à l'époque, les gens me voient comme ça et moi je m'accroche à ça parce que je sens bien que si j'arrête de m'y accrocher, tout va s'effondrer et que je vais me retrouver confrontée à des questions que je mets sous le tapis depuis plus d'une décennie. Les craintes, elles sont les mêmes qu'au départ, c'est-à-dire la crainte de perdre mon métier, d'être, vraiment, évincée de l'éducation nationale alors que j'aime mon métier, j'aime le fait d'enseigner, j'aime vraiment ce que je fais. Il y a vraiment cette peur du déclassement qui est quelque chose qu'on raconte beaucoup dans les parcours, de personnes transgenres qui sont médiatisés, entre la fin des années 90 et puis le milieu des années 2000, hein. Donc ça, c'est une vraie grosse peur et puis, il y a le fait de casser tout ce que j'ai construit personnellement. Je suis en couple, j'aime ma compagne, j'ai fondé une famille et pour moi, le fait d'entamer une transition, ça va être, perdre tout ça. Donc il y a vraiment l'idée de perdre des choses qui sont fondamentales pour moi, qui sont au centre de ma vie et j'arrive pas à voir les choses autrement. Il y a quelque chose qui revient à cette époque-là, puisque je commence à passer la trentaine,
et la question du vieillissement, elle est de plus en plus présente et je suis terrorisée à l'idée de devenir un vieil homme. Ça, c'est quelque chose vraiment dont j'ai conscience. Ce rôle masculin est pas le mien et en plus, me réveiller à 70, 80, 90 ans et réaliser que, ben, je suis, perçu comme étant là, ce vieux monsieur que je ne suis pas, ça, c'est vraiment terrifiant. 1 an avant que j'entame ma transition, j'ai une amie qui décède, une copine de lycée qui décède assez, brutalement d'un cancer. Ça m'a mis une énorme claque. Il y avait toute la tristesse de perdre une amie et en plus, je me projette vis-à-vis de moi-même en me disant: «Demain, tu es sur un lit d'hôpital, tu sais qu'il te reste quelques semaines, avant de mourir et tu as pas vécu pour qui tu es réellement». C'est pas acceptable, en fait. L'autre élément qui va m'amener à vraiment reprendre mon questionnement, sur mon identité, c'est que, j'avais fait dans ma tête une liste des choses importantes dans ma vie à réaliser, des accomplissements. Sur cette liste, il restait un élément. On se dit qu'acheter une maison, c'était l'étape suivante. Donc, on achète cette maison, on s'y installe et au lieu de réaliser que je suis heureuse et que je me sens bien et que les choses, continuent, j'ai l'impression d'arriver au bout de la liste et que derrière il y a plus rien. J'ai fait des choses qui étaient importantes, qui sont toujours importantes à mes yeux, aujourd'hui, sauf que je les ai faites pour quelqu'un d'autre. Je construis cette vie, je valide ces étapes pour, une personne qui est identifiée comme, un homme, un professeur, un mari et en fait je suis pas tout ça. C'est vraiment une mauvaise année sur à peu près tous les plans parce que, je vais pas bien. Professionnellement, j'ai suffisamment d'expérience pour gérer mon année, mais je la survole. Du point de vue personnel, je sens que je prends de plus en plus de distance avec, ma compagne, avec mon rôle en tant que parent, alors que ce sont des choses qui sont très importantes. C'est vraiment une mauvaise période, mais parce que, je sens que la façade s'effondre et que je sais pas sur quoi ça va aboutir. C'est-à-dire qu'il y a quand même, la certitude que je peux pas continuer à apporter cette identité sans que ça finisse par, me faire vraiment du mal et dans le même temps, la peur d'arriver au bord du gouffre et de faire cette espèce de grand saut vers l'inconnu. Comment serait ma vie si je fais ce qui me semble, en fait, indispensable de faire et auquel je pense depuis, plus d'une quinzaine d'années, qui est d'entamer cette transition de genre et de vivre, mon identité féminine parce que, c'est mon identité en l'occurrence. C'est la seule période de ma vie où je vais considérer pendant, vraiment les mois les plus compliqués de cette période, qu'il est préférable d'en finir avec la vie plutôt que, de faire ce pas en avant et d'entamer ma transition. Ça reste des idées, mais clairement, c'est l'idéation du suicide, elle est présente. Elle est d'autant plus présente que je pars les matins en train et que 5 minutes avant mon TER, il y a un TGV qui passe et ouais, j'y pense plusieurs fois. À ce moment-là, je pense vraiment pas beaucoup à moi, hein. C'est ce qui m'aide à me raccrocher, c'est vraiment l'idée que, bah, j'ai un enfant et que je peux pas faire ça, que j'ai des proches, qui tiennent à moi et que je peux pas leur faire ça. En fait, c'est l'aboutissement, de longues années où j'ai mis les autres avant moi, parce que si je me mettais trop en avant dans l'équation, ça supposait que je sois à l'écoute de ce questionnement et donc que j'ouvre un peu la boîte de Pandore, que je voulais fermement garder, close. Au printemps 2018, je parle avec ma compagne, de ce qui va pas, qui me dit, en gros qu'elle peut pas faire grand-chose pour moi, mais qu'il faudrait que je consulte quelqu'un. Si je vais voir un thérapeute, je sais très bien ce qui va en ressortir et la suite, risque de ne pas te plaire et en même temps, ben, j'avais pas le choix donc je prends rendez-vous avec un thérapeute et dès la première séance, j'évoque clairement que j'ai ce questionnement, sur mon identité de genre qui remonte, à très loin dans mon histoire, vraiment au début de l'adolescence. Je lui dis: «Je ne peux pas entamer une transition parce que ça va forcément remettre, en question mon mariage, ma famille, mon métier». Il m'a donné une clé, vraiment très simple. Il me dit: «Vous venez avec 2 questions, mais vous en avez fait un seul paquet». Il me dit: «Vous avez la question de votre identité et puis la question des conséquences
sur votre famille, sur votre métier, si vous assumez l'identité qui est la vôtre. Vous pouvez pas avoir la réponse à la deuxième question si vous répondez pas à la première d'abord. Bon, évidemment, c'est pas un déclic instantané, mais ça amène un certain nombre de réflexions et 2 mois plus tard, je retourne, en séance. On avait convenu de se voir de manière assez espacée et ce jour-là, je me présente déjà, clairement sous une identité féminine et je lui dis clairement que je suis prête à vivre cette identité et à l'assumer, pour les autres. Pour moi-même clairement, mais aussi, de manière publique. Ça m'affranchit pas de mes peurs, hein, mais je prends conscience que j'ai pas le choix que de répondre à cette question. À partir du moment où j'ai pris la décision d'entamer une transition, la première chose qui va se passer dans ma vie concrètement, c'est, la surprise que ma compagne, décide de m'accompagner. Je parle à mes parents, à mes proches amis de, qui je suis. Donc je fais, mon coming out en tant que femme et là aussi, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est globalement, à mes côtés, bienveillant. J'ai vraiment, voilà, des proches qui comprennent que c'est important pour moi d'être, identifiée, pour qui je suis et pas, avec, l'identité passée, masculine, qu'ils ont pu connaître. J'ai rendez-vous avec ma chef d'établissement et je lui expose la situation. Je lui dis que je vais entamer une transition de genre. Sa réaction, c'est de me dire que c'est une démarche personnelle, que personne dans mon environnement professionnel n'a rien à redire sur, le bien-fondé de cette démarche et que son rôle à elle et le rôle de son équipe, c'est de m'accompagner pour que tout se passe au mieux professionnellement et selon, la manière dont je voudrais que se passent les choses. Et c'est un moment où, je me sens très soulagée parce qu'il y avait cette énorme crainte depuis longtemps de me retrouver, mise au placard professionnellement ou qu'on me demande de changer d'établissement et quand je dis que moi je veux rester travailler dans le collège où je suis, parce que j'y suis bien, elle me dit: «Mais il y a pas de raison qu'on fasse autrement» et ça me sécurise énormément. Je fais progressivement mon coming out à mes collègues, à quelques collègues, dont je suis proche, qui, m'assurent, là aussi de leur sympathie, de leur bienveillance, qui peuvent évidemment avoir des remarques, maladroites, mais qui sont celles que tout le monde peut faire, vis-à-vis des transidentités quand, voilà, quand on maîtrise pas le sujet. Mais par contre l'accueil est très bienveillant. Je vais faire un coming out un peu plus large à la fin de l'année scolaire 2018. Je fais pas un discours en public, mais je laisse, se diffuser l'information pour que mes collègues soient au courant de ce qui se passera à la rentrée suivante. Pour moi, il est clair que la rentrée suivante, la rentrée 2018-2019, je ne suis pas encore prête à la faire en septembre, sous une identité féminine, à me faire appeler, madame par les élèves. J'ai besoin d'encore un peu de temps. Je sais que je vais avoir, une petite période de congé, 2 semaines de congé parental et je me dis que ça va être opportun, justement, d'expliquer à mes élèves qui je suis, de faire mon coming out à mes classes, avant de partir sur ce petit congé de 2 semaines qui se prolonge par des vacances, d'avril. Pour moi, il me semble important que ce soit moi qui explique aux élèves ce qui se passe, parce que c'est moi leur prof, puis c'est moi qui suis concernée et je pars du principe que si je le fais directement, ça sera toujours mieux que si c'est une tierce personne qui vient parler à ma place, pour éviter qu'il y ait, des fantasmes, des idées fausses autour, de ce que suppose ma transition. Moi, je propose, à chacune de mes classes, après, 5 minutes où je dis ce qui se passe et pourquoi je veux leur parler, je leur propose, en fait, de poser des questions. C'est-à-dire, ils ont le droit à une petite heure, pendant laquelle ils peuvent poser des questions sur, ce que ça suppose que, leur prof, qu'ils ont connu jusque-là, sous une identité masculine, fasse une transition de genre et se présente au féminin. L'idée, c'était vraiment de pouvoir informer, de pouvoir sensibiliser sur, alors ce que je vivais et du coup qui allait les concerner puisqu'ils étaient, élèves dans mes classes, donc qui allait les concerner secondairement, mais de manière plus large de pouvoir, parler de transidentité aussi. Je pose avec mes élèves une règle qui est
Je vais répondre à peu près à toutes les questions qui sont posées. Si elles sont intrusives, je ne vais pas répondre pour moi. Je peux dire globalement ce qui est envisageable pour des personnes transgenres dans ma situation, mais je donnerai pas de réponse quant à, ce que je souhaite faire de mon corps ou, d'autres étapes de transition. Ça se passe vraiment bien. Les élèves sont évidemment scotchés par, l'annonce. Pour chaque classe, je vais voir globalement que j'ai les mêmes questions qui reviennent quand même beaucoup sur des aspects très corporels, très physiques de la transition, sur, quand je l'ai su, vraiment des questions finalement qui sont pas différentes de celles que me pose tout un chacun quand j'évoque le fait d'être une femme trans. En plus de ces questions-là, il y a des demandes où des élèves me disent, «Mais madame, si on veut déjà vous appeler madame maintenant, est-ce qu'on peut?» Et ça me touche énormément. Je me dis: «Bah, il y a des élèves là qui arrivent et qui me disent clairement, Bah, nous c'est OK en fait, ton identité on l'accepte et puis on peut même, démarrer maintenant». Donc, il y a quelques élèves qui demandent ça. Il y a des élèves qui, témoignent leur soutien et c'est quelque chose qu'on fait rarement. On rentre rarement dans l'affect, en tout cas en tant qu'enseignante, je fonctionne, très peu à l'affect avec les élèves. Là, c'est vraiment un moment que je trouve assez touchant où, certains élèves vont me dire: «Ben, ce que vous faites, c'est courageux». Je l'ai beaucoup entendu dans ma transition, c'est courageux, mais ça vient de mes élèves avec lesquels, moi, j'imagine que ça peut mal se passer plutôt que bien se passer. Quand je termine cette séquence, de coming out auprès des élèves, je me sens très soulagée et puis je me sens assez sereine parce que, en fait, le dernier pas est fait. C'est le moment où je sais que le costume, de monsieur, il va aller, vraiment définitivement au placard, que je vais plus être obligée, de porter cette identité qui est obsolète, depuis déjà bien longtemps. Je pars en congé parental, en me disant: «Ça y est, c'est fait» et l'étape suivante, en fait, c'est de pouvoir vivre à 100 l'identité qui est la mienne et d'abandonner l'ancienne. Il y a eu une période de transition là aussi sur les mois qui ont suivi, avec des élèves qui ont adopté tout de suite madame, d'autres, qui disaient monsieur, qui étaient parfois repris. Ils se font reprendre par leurs camarades. Et mais non, c'est madame, c'est pas monsieur. Donc c'est une période assez positive en fait, parce que je vois que mon identité est acceptée. Je ne pense pas que tout le monde ait vu ma transition d'un œil bienveillant. Mais la majorité ayant réagi comme ça, finalement la minorité s'est retrouvée, dans une position de conserver un certain silence là-dessus. Les parents n'ont pas été officiellement mis au courant, c'est-à-dire que ce sont, mes élèves qui informent leurs parents, je ne sais pas comment ils le font. En tout cas, je le constate parce qu'au retour de cette période de congé, on a une réunion parents-prof. Forcément, j'appréhende et le 1er parent d'élève arrive et me dit: «Bonjour madame». La réunion précédente, au mois de janvier, c'était monsieur. Il n'y a pas eu d'ajustement, on n'a pas fait de courrier. Il y a un précédent malheureux dans une autre académie qui avait été médiatisé parce que le courrier avait fuité sur les réseaux sociaux et l'enseignante avait été, ensuite harcelée et sa direction aussi. Donc moi, j'avais bien insisté, ne pas faire ce genre de choses. Ce qui fait que, bah, les parents, oui, ont appris ce qui se passait, mais moi, je constate au moment d'interagir avec des parents et puis, sur le temps long, c'est-à-dire après cette année scolaire, de transition, que mon identité n'est pas remise en question. C'est madame, il n'y a pas d'interpellation, de questions, de problèmes, ni avec les élèves, ni avec leurs parents, encore moins avec mes collègues. Les choses sont très claires et du coup, je les vis très bien. À partir de ma transition, côté pro, ce qui va se passer, c'est que, bah, d'une part, moi je continue à enseigner comme avant, à ceci près que, étant beaucoup plus épanouie de manière générale, j'ai le sentiment d'être beaucoup plus présente dans mon métier ces dernières années. J'ai la chance de pouvoir, au bout de 2 ans, commencer à, intervenir dans des actions de sensibilisation sur, les thématiques LGBT, notamment sur les LGBT phobies en milieu scolaire. Et progressivement de pouvoir, jouer, un rôle en tant que formatrice sur ces questions. Je réalise que je vais beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie et cette énergie, en fait, je vais commence à l'investir dans l'associatif.
je réalise qu'effectivement, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis beaucoup. Je sens que j'ai la capacité justement de pouvoir apporter cette écoute, que le récit que je peux faire a un impact dans les groupes, d'écoute et de parole sur des parents qui peuvent, se trouver là avec, leur fils, leur fille, qui vient de faire un coming out trans. Sur le plan personnel, il y a mon deuxième fils qui vient au monde. C'est un vrai bonheur de pouvoir l'accueillir, cette fois-ci en tant que femme et voilà, de savoir que lui m'aura toujours connue sous ma vraie identité, sachant que son grand frère, a très, très vite fait la mise à jour. Ça l'a absolument pas marqué ou perturbé, quand bien même il a eu quelques questions une fois que c'était répondu. Je vois bien que ça ne suscite pas d'autres questionnements de sa part. Dans l'histoire de mon couple, on a fini par se séparer assez récemment et pas vraiment en lien avec ma transition. C'est peut-être quelque chose, à garder en tête, c'est que quel que soit le couple, voilà, qu'il y ait des questions de transidentité ou pas, on peut parfois réaliser qu'on est arrivé au bout de la route qu'on devait faire ensemble et qu'il est préférable qu'on entame, chacune de son côté, son propre chemin. Quand je regarde mon parcours, je suis contente en fait de voir que ce qui est le plus en avant, c'est finalement, le fait que je sois, juste une prof. C'est pas exceptionnel, il y a quasiment 1 million de profs en France. Que je suis, une maman, que je suis, engagée dans tout un tas d'activités et puis, voilà, au bout de tout ça, je suis aussi une femme transgenre, oui et c'est important pour moi de ne pas le faire oublier. Je suis contente d'être reconnue pour mes qualités professionnelles, pour mes qualités personnelles, pour tout un tas de choses et c'est toujours dommageable quand, j'ai le sentiment que ça disparaît parce qu'on se focalise sur le fait que je sois trans, alors que finalement c'est un aspect important de ma vie certes, mais pas le plus important. Vous venez d'écouter Transfert épisode 220, un témoignage recueilli par Inès Guiza. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Prise de son et réalisation, Victor Banamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur slate.fr/transfertclub et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.